Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi 29 juin 2019. Réunion de l'opposition, dissolution du FLN, jugement de Bouteflika. Nous reviendrons sur les déclarations les plus importantes de Mohamed Jmi'i lors de la réunion avec les Mohafed. Lors de la traditionnelle conférence d'avant-match, le sélectionneur national Jamel Belmadi a abordé la troisième et ultime empoignade de son équipe face à la Tanzanie ce lundi. Après des mois de guerre commerciale, les États-Unis et la Chine déclarent la trêve en marge du sommet du G20 à Osaka. Donald Trump et Xi Jinping ont convenu de relancer les négociations. Le secrétaire général de l'ex-parti unique a évoqué l'épineux sujet de la dissolution du FLN. Pour lui, le dernier mot revient au peuple. Il n'assure qu'il n'a pas encore été convié à la réunion de l'opposition prévue le 6 juillet prochain. Mohamed Jmi'i a également répondu à la question de la nécessité ou pas de juger Abdelaziz Bouteflika. Le point avec Yanis Saïd Belkacem. La dissolution du FLN n'est pas à l'ordre du jour. Pour Mohamed Jmi'i, le dernier mot revient au peuple, même s'il a tenu à répondre à certains partis. Il y a des personnalités qui se sont imposées au peuple, croyant que le peuple lui appartient. Des personnalités de l'opposition, des partis aux idées radicales, voire même des nouveaux partis qui n'ont même pas les mêmes revendications du peuple algérien. Des personnalités qui profitent du fait que le parti du FLN rencontre quelques lacunes, donc c'était pour eux une proie facile. Or, le FLN a une instance, des cadres, un leader et des militants qui croient toujours à son engagement, et le dernier mot revient au peuple. Participer ou pas à la conférence nationale de l'opposition, le secrétaire général du FLN affirme que pour l'heure, son parti n'a pas reçu d'invitation. Le plus important est qu'elle trouve des solutions logiques, adéquates et légitimes suivant la Constitution et les lois démocratiques afin qu'elle contribue à la situation actuelle, mais aussi aux attentes du peuple. Il s'agit donc d'une démarche importante pour sortir de la crise que vit le pays depuis le 22 février, selon lui. Nous avons de notre côté des initiatives avec d'autres partis et d'autres personnalités politiques. J'ajoute même que notre parti, le Front de Libération Nationale, a à son actif des cadres qui s'occupent de ça et même désigné des comités qui travailleront dans le même sens. Après toutes les arrestations récentes du clan Bouteflika, ne faudrait-il pas commencer par juger l'ex-président lui-même ? Qu'on laisse la justice en place à faire son travail en toute liberté, qu'elle convoque et fasse des enquêtes sur qui elle veut. De notre côté, il est important de préserver le mouvement populaire et surtout avoir une justice libre. D'ailleurs, c'est ce que demande le peuple. Dans les jours à venir, 2 rencontres sont prévues pour une sortie de crise, à savoir avec les anciens combattants, mais aussi des anciens du parti du Front de Libération Nationale. 6 596, c'est le nombre de logements distribués aux souscripteurs AADL aujourd'hui. Le ministre de l'Habitat, Kamel Beljoud, a organisé une cérémonie de distribution des clés. Le premier coup d'envoi a été donné à partir d'Alger. En tout, ce sont 66 000 logements qui ont été distribués jusqu'à présent depuis le mois de mai. 66 000, plus de 66 000 logements. Répartis à travers les 48 wilayas. J'ai dit que l'opération de remise des clés va s'étaler durant tout le mois de juillet, Inch'Allah. Au lieu, c'est le lancement de l'opération à partir d'Alger, et qui a concerné 6 596 souscripteurs de l'ADL 1 et 406 du programme LPP. L'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions en votre présence, surtout le فرحة عند المواطنين. إن شاء الله الجزائر تبقى دائما أفراح ومتفائلين إن شاء الله للمستقبل. اليوم أنا نقول 66 000 logements. Aujourd'hui, nous avons donné 66 000 logements. Le mois de mai, nous avons distribué aussi. Les autres doivent encore attendre un peu. Vous avez affaire à des centaines de milliers de logements. ماهوش 10,000 ولا 15,000. Place au foot, il animait la traditionnelle conférence d'avant-match en compagnie de Riyad Mahrez. Le sélectionneur national Jamel Belmadi affirme prendre au sérieux le 3e match de son équipe lundi lors de cette CAN 2019 face à la Tanzanie. Le coach a révélé que Yassine Brahimi, absent jusque-là pour des raisons de santé, sera cette fois-ci sur le terrain. Nos envoyés spéciaux Hajar Messaoudi. Le sélectionneur national s'est exprimé sur plusieurs points aujourd'hui, en l'occurrence le prochain match qui opposera l'Algérie à la Tanzanie lundi prochain. Et on peut trop rester sur l'euphorie, puisque bon, il y a ce match de Tanzanie qu'il va falloir prendre et qu'on va prendre.
très sérieusement. Le capitaine a rappelé que la victoire des Verts face au Sénégal, actuellement numéro 1 d'Afrique, ne fait pas forcément de l'équipe algérienne la meilleure. J'ai dit qu'on était venu, qu'il fallait d'abord se qualifier. On était encore au tout début des qualifications de la CAN. J'ai dit qu'on irait d'abord, première étape était dans le passé, dans un passé récent. Et dans un second temps, de venir participer, pas seulement participer, qu'on venait avec l'ambition de gagner. Maintenant, il est vrai qu'avec les deux matchs, ces deux victoires-là, notamment avec cette victoire, dites, ouais, on peut plus se cacher. On s'est jamais caché. Maintenant, il y avait une réalité, il y avait des faits. Regardez notre position au classement FIFA. Répondant à une question, Jamel Belmadi a tenu à préciser que Yassine Brahimi, absent jusque-là pour des raisons de santé, sera bel et bien présent sur le terrain prochainement. Et je vous propose un petit tour d'horizon en Égypte. Nous reviendrons ce soir sur les matchs Maroc-Côte d'Ivoire, Tunisie-Mali. On parlera de l'entraîneur des Aigles de Carthage, Alain Giresse, qui recadre un journaliste en pleine conférence de presse. Et enfin, Ousmane Dembélé, présent au Caire pour suivre la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la Minute CAN. Le Maroc a écarté la Côte d'Ivoire sur le plus petit score, 1-0, s'assurant ainsi la première place du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations et se qualifiant pour les huitièmes de finale. La Côte d'Ivoire ira chercher sa qualification face à la Namibie. La Tunisie et le Mali se sont quittés dos à dos un but partout, ratant ainsi l'occasion de prendre une option pour une qualification huitième. Interrogé sur la composition de son équipe face à l'Angola après le nul face au Mali, le sélectionneur des Aigles de Carthage semblait agacé. Soyez sincère, soyez objectif. Il n'y a rien de plus facile comme question. Vous me le dites après, vous ne me l'avez pas dit avant, a rétorqué le technicien avant de poursuivre. Vous savez, depuis que j'ai joué au football ou que j'entraîne, je n'ai jamais entendu qu'il y avait des matchs faciles. International français et vainqueur de la Coupe du Monde l'été dernier, Ousmane Dembélé n'en reste pas moins lié au continent africain. Par ses origines maliennes, sénégalaises et mauritaniennes, et l'ailier du FC Barcelone ne manque pas une miette de la CAN 2019. L'ancien René est actuellement présent au Caire afin de suivre la compétition. Le Barcelonais a également été aperçu dans les gradins du stade SLM ce vendredi lors de Maroc-Côte d'Ivoire. Il y a 27 ans, jour pour jour, le président Mohamed Boudiaf fut assassiné sous les yeux des Algériens. Il prononçait un discours au Palais de la Culture d'Annaba. Ce fut le dernier de celui qui a mis fin à sa paisible retraite au Maroc pour venir en aide à une Algérie en proie à un chaos auquel elle n'a pas échappé. Hommage signé Laetitia Khams. Les autres pays nous ont devancés par la science, la technologie et l'islam. Une balle atteint l'espoir de l'Algérie. Ce fut la dernière phrase prononcée par une personnalité hors du commun. En 6 mois seulement, Mohamed Boudiaf a réussi à redonner de l'espoir et de la vie à une nation tout entière en faisant de la loyauté son cheval de bataille. Sa seule envie était de remettre l'Algérie sur la bonne voie, la voie de la stabilité, de la modernité et de la démocratie. Malheureusement, sa politique ne faisait pas l'unanimité. Un certain 29 juin 1992, lors de la conférence des cadres à Annaba, il fut assassiné en direct à la télévision algérienne. Mort sur le coup, l'homme intègre aux compétences démocrates emporte avec lui tous les espoirs que le peuple algérien avait placés en lui. Les versions sur l'auteur de ce crime se sont multipliées au même titre que les noms, et même si le tribunal criminel d'Alger a condamné à mort le sous-lieutenant Boumarfi, après avoir conclu qu'il avait agi seul, sans complot ni commanditaire. 27 ans plus tard, sa famille et le peuple ne croient pas un mot en cette histoire, et le mystère demeure sur les commanditaires du meurtre de l'ancien président. Aujourd'hui, ses enfants demandent la réouverture de l'enquête. Ils souhaitent que la justice soit faite pour faire le deuil de leur père qui s'est éteint dans le bruit et le sang. Et toute la famille réclamons justice pour Boudiaf. Et nous croirons en la justice de notre pays que lorsque le dossier qu'on s'est empressé de clore au niveau de la Cour suprême pour la procédure de la révision de ce procès. En ce jour du 29 juin 2019, c'est tout l'espoir d'un peuple qui renaît grâce à la mémoire de Boudiaf. Lui qui croyait en cette jeunesse, plusieurs années après, cette jeunesse lui répond.
de par les 4 coins du pays un 22 février 2019. Amoureux de l'Algérie, le parcours de Siti Belwatani était sans faute. Il fut engagé en 1950, acteur et héros historique de l'indépendance de l'Algérie, membre fondateur du Front de Libération Nationale. Il se trouve malheureusement forcé à l'exil pour son activité militante. 28 ans après, l'Algérie sombre dans une crise sans précédent. Mohamed Boudiaf fut rappelé en toute urgence pour devenir président du Haut Comité de l'État. L'adolescence est souvent l'âge de l'expérimentation des substances psychoactives et devient parfois celui de l'entrée dans un usage plus régulier. Les jeunes entre 15 et 20 ans consomment de plus en plus de drogue que les adultes. Des chiffres en augmentation selon un nouveau rapport de l'ONU qui inquiète le ministère de la Santé. Je vous propose d'écouter à ce sujet Jamal Fourar au micro de Karima Rassi. Selon les chiffres dont nous disposons, il y aurait 7,7% d'adolescents de 15 ans qui consomment la drogue de manière constante. Si on se réfère à l'OMS, les chiffres donnés sont estimés à 5%. La situation est donc alarmante. Les autorités doivent désormais trouver d'autres alternatives pour contrer ce fléau qui prend de l'ampleur dans notre société. C'est pourquoi nous travaillons actuellement sur d'autres stratégies avec le ministère de la Justice. Fontaines algériennes se transforment en véritables piscines publiques. Bien que la baignade y soit interdite pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les jeunes s'en donnent à cœur joie en ces temps de forte chaleur. La baignade en fait toutefois aux risques et périls des intéressés. C'est un sujet d'Amina Ramram Malbouassa. L'été pointe déjà le bout de son nez et pour de nombreux enfants ici à Bent Talha, nul autre choix que de nager dans ces fontaines polluées. N'ayant pas les moyens de se rendre à la plage, ils s'exposent à tous les dangers en nageant dans de tels endroits. Leurs enfants font des études à l'étranger, ils partent en vacances en Belgique, en Espagne, dans des hôtels 5 étoiles et les enfants des simples citoyens nagent ici dans ces fontaines. Si on avait des piscines, on ne viendrait pas nager ici, l'eau est complètement sale, il y a des tuyaux à l'intérieur. Ils n'ont pas de piscine, ils devraient leur mettre une à leur disposition, surtout en cette saison de vagues de chaleur. Ils devraient leur ouvrir une piscine. Ici, dans ces fontaines, il risque d'y avoir un accident. Vous voyez par vous-même dans quelles conditions on vit. Les enfants nagent dans une eau polluée et sale. Si un enfant tombe sur sa tête, il risque de se retrouver à l'hôpital. Nous les avons pourtant mis en garde, mais rien n'y fait. Ils n'ont pas de piscine. Il n'y a rien ici à Bent Talha. Regardez dans quel état se trouvent nos enfants. Une situation qui ne semble pas inquiéter les autorités locales, complètement absentes. Pour ces enfants, l'unique rêve pendant ce mois est d'avoir une simple piscine où ils peuvent s'amuser entre eux. Où sont les responsables? Ces enfants plongent dans une eau polluée. Ouvrez-nous une piscine, comme vous avez fait aux eucalyptus, on ne viendra plus ici. Regardez, c'est complètement sale. Moi, je nage pas, mais les enfants de mon quartier viennent ici. Voilà donc où les enfants de cette commune passent leurs vacances, mettant leur vie en danger. Pendant ce temps-là, les autorités semblent bien préoccupées par autre chose. À l'étranger, objet de toutes les attentions au G20, la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump a abouti ce samedi à une trêve dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Le locataire de la Maison-Blanche a déclaré que les États-Unis avaient pour l'instant renoncé à imposer des droits de douane supplémentaires sur les importations de produits chinois et que les négociations allaient reprendre en vue d'un accord commercial, confirmant des informations données auparavant par l'agence officielle chinoise. Nous n'allons pas ajouter de tarifs douaniers ni en supprimer, en moins pour le moment, a précisé Donald Trump.
Dans le reste de l'actualité internationale, en Libye, le maréchal Haftar ordonne d'attaquer les navires turcs. En Italie, le capitaine du Sea Watch a été arrêté et l'Union européenne et le Mercosur concluent un accord de libre-échange historique. C'est Le Monde en 90 secondes et c'est avec Hajar Messaoudi. Le conflit prend une tournure internationale en Libye. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est du pays, a ordonné à ses forces de prendre pour cible les navires et intérêts turcs ainsi que d'interdire les vols depuis et vers la Turquie. Le général n'a cependant pas expliqué comment l'interdiction des vols pourrait s'appliquer dans une zone qui n'est pas sous le contrôle de ses soldats. Elle risque 10 ans de prison pour avoir accosté de force dans la nuit dans le port de Lampedusa. Carola Rackete, la capitaine du Sea-Watch, a été arrêtée par la police italienne sous les cris des militants et des habitants. Elle et son ONG transportaient une quarantaine de migrants bloqués à bord du navire humanitaire depuis 17 jours. Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur, s'est réjoui de l'arrestation de Carola Rackete, qualifiée d'hors-la-loi aux commandes d'un bateau pirate. 5 pays européens, France, Allemagne, Portugal, Luxembourg et Finlande, se sont proposés pour accueillir ces réfugiés sauvés au large de la Libye. Il aura fallu 20 ans de négociations pour arriver à cet accord historique. L'Union européenne et les pays Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay ont conclu un accord de libre-échange, un accord considéré comme une ouverture économique. D'un autre côté, 4 pays, de l'autre 28, qui grâce à l'accord verront disparaître de nombreux droits de douane. L'accord doit être approuvé par les 28 États membres, puis par le Parlement européen. Une nouvelle étape l'attend. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain point complet, 20h30. Très belle suite des programmes sur Shourouk News. Je vous dis bien sûr à demain.